Le matérialisme implique-t-il l'absence de liberté? Thèse. Si tout est matière, alors nous sommes soumis à l'ordre de la nature, et nous ne sommes pas libres. Antithèse. Être déterminé par la nature, c'est être déterminé par sa propre nature. Le matérialisme est donc compatible avec la liberté. Thèse. Le matérialisme implique l'absence de liberté. En effet, Jacques le fataliste est un adepte de la philosophie spinoziste. Pour lui, les hommes ignorent qu'ils sont déterminés par les lois transcendantes de la nature. Ils ne sont donc pas libres de leurs actes, et tout ce qui leur arrive est écrit là-haut. Premier argument. La matière n'est pas libre. Jacques le fataliste est un adepte de la philosophie de Spinoza. Pour lui, si le monde n'est que matière, alors les hommes sont soumis au règne naturel de la nécessité. Ils ignorent les motifs de leurs actions, de leurs pensées, de leurs sentiments, ils sont dépourvus de libre arbitre et ne font qu'obéir sans le savoir aux lois de la nature. Leur destin est déjà écrit là-haut. Si une chose leur arrive, c'est qu'ils ne pouvaient pas en être autrement. Deuxième argument, nous sommes déterminés par la nature. Pour Jacques, le matérialisme aboutit donc à travers le spinozisme au fatalisme. Le spinozisme, selon lui, enseigne en effet que les hommes sont de vraies machines vivantes et pensantes, sans liberté ni responsabilité, entièrement constituées de matière et déterminées par des mécanismes biologiques. Les notions d'âme et de morale n'ont plus de sens. Troisième argument, les hommes ne maîtrisent pas leur destin. Les hommes n'ont aucune prise sur leur destinée, à l'image des personnages du roman que sont Jacques et son maître, qui dépendent de la volonté de leur auteur. Leur vie n'est qu'une suite d'effets prédéterminés. Ils doivent donc se résigner à n'être que les jouets d'un déterminisme aveugle et inconnaissable. Antithèse, le matérialisme n'implique pas l'absence de liberté. En effet, le matérialisme signifie que l'homme n'est plus dépendant de Dieu. Il doit suivre la nature, ce qui ne veut pas dire qu'il ne soit pas libre, mais qu'il ne doit obéir qu'à son propre instinct, lequel lui indique spontanément où se trouve le bien. Premier argument, le matérialisme n'est pas le fatalisme. Diderot se moque en réalité du fatalisme de son personnage. En effet, le fait que nous soyons soumis au déterminisme naturel ne signifie pas que notre destin soit déjà décidé. Diderot qualifie Jacques de théologien, parce que celui-ci croit qu'une instance transcendante, la nature, décide de nos vies comme si elle était un Dieu tout-puissant. Deuxième argument, il n'y a pas de loi transcendante. Le matérialisme signifie au contraire que les hommes ne sont plus soumis à des commandements divins, mais qu'ils sont libres de suivre leur nature, leur instinct, plutôt que les règles de la religion ou d'une mauvaise philosophie. Pratiquement, la philosophie matérialiste postule que les causes de nos actes ne se trouvent pas en dehors de nous, mais bien au-dedans de nous. Troisième argument, l'obéissance à la loi de la nature est liberté. La nature n'est donc pas un autre Dieu, elle est ce qui, dans mon propre corps, me détermine à agir et à penser en fonction du bien. Pour Diderot, en effet, la nature est spontanément morale. Obéir à la nature, c'est donc être libre et responsable, puisque c'est obéir à ma propre loi interne, et par là être en harmonie avec l'ordre universel. En bref, le matérialisme libère l'homme de toute soumission à une volonté transcendante. Il ne doit plus obéissance qu'à sa propre nature. Synthèse. Diderot pose une question qui est encore d'actualité. Si nous sommes uniquement faits de matière, comment pouvons-nous être libres? La matière, en effet, est régie par le déterminisme physico-biologique. Si nous ne sommes que des espèces d'automates organisés, comment Diderot peut-il prétendre en même temps que nous sommes libres, responsables et moraux? Peut-être comme il le pense, nos idées les plus purement intellectuelles tiennent de fort près à la conformation de notre corps. La conscience ne serait alors qu'une illusion, une ruse de la nature, pour nous amener à ses fins, comme le soulignent aujourd'hui certains neurobiologistes. Diderot ne va pas aussi loin. Son propos est avant tout de critiquer les morales théologiques, fondées sur une loi transcendante qui écrase les hommes, et de prôner une morale immanente, conforme à la nature et au bien-être. Note et commentaire. Jacques le fataliste et son maître. Jacques le fataliste et son maître est la dernière œuvre importante de Diderot. Elle ne fut publiée qu'en 1796, bien après sa mort. Il s'agit en fait d'un anti-roman dans lequel le narrateur s'amuse à intervenir dans le récit pour souligner la gratuité de l'intrigue romanesque, contredisant ainsi son personnage. Dans le monde réel, comme dans le roman, rien n'est écrit par avance. Citation. Jacques disait que son capitaine disait que tout ce qui nous arrive de bien et de mal ici-bas était écrit là-haut. Denis Diderot, Jacques le fataliste et son maître.